Alors, on continue toujours dans les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on fait de la vente en B2B. L'erreur numéro 20, en fait, c'est programmer un entretien sans un ordre du jour, une durée ou un objectif. Ça, en fait, ça arrive parfois quand on dit, bon, ok, il y a un prospect qui m'a appelé, je vais aller au rendez-vous. Mais en fait, il faut savoir que le prospect qui vous reçoit, déjà, il vous accorde quelque chose qui a de très précieux, c'est du temps. Donc, quand vous allez vous déplacer chez un prospect, vous devez optimiser un maximum ce temps qui vous accorde. Alors, vous devez savoir à qui vous allez parler, qui sont là, est-ce que c'est les bonnes personnes qui vont faire avancer le dossier. Alors, quelles questions vous devez poser pour faire justement avancer votre processus de vente, quels sont les arguments, les contre-arguments, bon, préparez votre démo, etc. Ce qui est essentiel, ce que vous devez absolument savoir pour qualifier ce projet, ce qui est accessoire, on va dire, les deux, trois autres choses qui peuvent être intéressantes de savoir, et qu'est-ce qui vous permettra d'avoir un effet waouh. Qu'est-ce qui vous permettra de faire waouh, ah ouais, c'est vrai que ce gars-là, c'est le produit qu'il nous faut, c'est exactement le Messi qu'on attendra. Et au contraire, qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir le repousser. Donc vous préparez ces petits trucs-là, et vous avez comme ça votre trame pour la discussion, sachant que bien sûr le premier rendez-vous, il faut écouter la personne. Donc votre trame et votre plan d'action, c'est simplement pour vos prochains rendez-vous, prochaines présentations, essayez, si possible, de faire un minutage avec des points clés. Bon, ok, on passe à l'écoute, on passe à ceci, on passe à cela, et notez vraiment ce qui est super important. Parce que de toute façon, on vous reprochera jamais de finir plus tôt. Par contre, finir plus tard, sans l'accord du client, ça par contre, ça sera un problème. Et souvent, en fait, on voit quand on a une soutenance ou qu'on voit en fait des personnes en rendez-vous, et bien souvent en fait ils me disent finalement j'ai plus qu'une heure à vous consacrer, etc., etc. Donc il faut savoir plutôt avoir un délai un peu court et s'intéresser un peu plus au prospect, lui donner plus de temps si nécessaire. L'erreur numéro 21, c'est quitter un prospect sans préparer la prochaine étape. Alors ça arrive un petit peu quand le commercial est un petit peu trop confiant, il a fait une belle démo, merci d'être venu, merci d'avoir assisté tout ça, on vous tient au courant. D'accord, ok. À ce moment-là, en fait, c'est le prospect qui a maintenant la maîtrise du processus de vente, c'est lui qui décide. Là, en fait, c'est vraiment pas l'idéal parce que c'est vous qui devez continuer à mener la vente et à maîtriser le calendrier. Par exemple, avant de partir, vous dites bon voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation? Vous donnez tout dans le choix de la solution. Est-ce que je peux vous envoyer quelques éléments par mail parce qu'on a discuté de ça, ça, ça et ça. Si vous voulez, en fait, je vous les envoie cette semaine, ou j'envoie un compte rendu de ce qu'on s'est dit, ou ceci ou cela. Et en fait, après, on envoie ce truc-là et on va en profiter pour rebondir. Vous rebondissez et vous dites voilà, je reprends la main. Enfin, vous dites pas, vous reprenez la main sur le processus de vente et vous allez pouvoir en fait imposer votre vrai timing. Donc voilà. Donc généralement, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute sur la dernière slide du PowerPoint, vous avez des questions, oui, et prochaines étapes. Vous avez des questions, c'est pour écouter la personne. Et bon, voilà, est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient importantes, etc. Et les prochaines étapes, c'est tout simplement le moyen de formaliser le fait que on va échanger sur ce sujet avant de partir. Ça, c'est vraiment important. L'erreur numéro 22, c'est ne pas relancer un prospect qui n'est pas joignable malgré deux ou trois appels. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans le B2B. Les gens en fait se disent bon si j'ai pas réussi à avoir la personne au bout de deux trois appels, c'est qu'en fait il n'est pas intéressé ou que c'est pas un prospect chaud. Or en fait, on voit qu'il faut à peu près entre 6 et 9 contacts entre les emails, les appels pour concrétiser une vente. Si on s'arrête au premier, au deuxième, au troisième appel infructueux, on va passer à côté de beaucoup d'opportunités de vente. Parce que la personne peut être malade, elle peut être en vacances, elle peut être en clôture mensuelle, elle peut avoir mis votre email de côté et se dire je vais le rappeler un peu plus tard. Moi ça m'arrive souvent, hein. J'ai même pris comme réflexe maintenant de ne plus répondre directement au téléphone quand on m'appelle. En fait, je donne que mon numéro de téléphone, je mets automatiquement sur messagerie et la personne quand elle m'appelle, paf, en fait et elle tombe sur la messagerie. Je regarde quand même bien sûr qui m'appelle, hein, et j'utilise même un outil qui s'appelle Truecaller qui est disponible sur Android, qui permet en fait de voir
qui m'appelle même si la personne n'est pas dans mon répertoire. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et donc, en fait, ça, c'est un moyen pour le client de filtrer les appels. Mais bien sûr, là, si on se place du côté du commercial, eh ben, il doit programmer ses rappels et relances, et si possible de manière contextuelle. Si par exemple, bah, tiens, il y a une promotion, et il rappellera, tiens, voilà, j'ai quelque chose de spécial, il y a une promotion qui sort, ou par exemple, il y a une nouvelle version qui va sortir, ou alors il y a une offre qui s'arrête à telle date, ou alors moi je suis en vacances à telle date, ou mon patron est en vacances à telle date, ou mon commercial est en vacances à telle date, ou mon équipe projet est plus disponible. Bref, je trouve un petit prétexte pour pouvoir pousser un petit peu la chose et essayer d'obtenir un contact. Voilà. Et bien sûr, ça c'est quand je suis commercial et que j'appelle, mais ce qui est important c'est de mettre en place du marketing automation, par exemple en utilisant Mailchimp, Aweber ou d'autres solutions, qui permettent d'envoyer des messages, même quand le commercial n'est pas là, ben, il y a des emails qui partent, il y a des SMS, il peut y avoir même des courriers ou des choses comme ça. Donc variez vos canaux de communication, c'est le plan d'action. C'est pas uniquement du téléphone, ça peut être de l'email, ça peut être du marketing automation préprogrammé, ça peut être du SMS si vous êtes dans le B2C, hein, et apporter à chaque fois des informations intéressantes. Parce que le but, c'est pas uniquement de vous dire, bah tiens, je vais lui envoyer une promo, puis je lui envoie une doc, et est-ce que vous avez lu mon email, etc., etc. Non, on va lui envoyer quelque chose d'intéressant. Ça peut être par exemple un outil de calcul de retour sur investissement, un témoignage client, ça peut être des communications qui le valorisent. Par exemple, vous avez mis une petite alerte sur l'entreprise, et il y a eu par exemple une sortie produit, un communiqué de presse, ou quelque chose comme ça. Et ben en fait là, avec des outils comme Sparklane, vous allez pouvoir être averti et renvoyer après le message au client en disant tiens, j'ai vu que vous avez fait ça, bravo, c'est super, d'ailleurs ça me permet de vous rappeler qu'on a également ça, 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 on va voir ensemble. Voilà. L'erreur numéro 23, en fait, c'est certains commerciaux qui disent en fait non, mais moi je ne veux pas rentrer les leads dans le CRM hein, parce que je vais garder la maîtrise, puis j'ai pas que ça à faire, ça me prend du temps, etc. En fait, c'est des commerciaux qui n'ont pas encore compris que l'informatique est là pour les aider et c'est pas un frein, on va pas leur piquer leurs clients, on va pas les fliquer. Et en fait, qu'est-ce qui arrive avec ce genre de commerciaux-là? C'est très simple, ils vont garder un maximum d'informations pour eux et ils vont en divulguer le minimum, ils vont faire, allez, à la rigueur, ils vont créer une opportunité quand le client est déjà chaud, qu'il a déjà eu un rendez-vous d'eux, qu'il a quasiment fait un devis, ou il va faire très rapidement ses opportunités de vente. Le problème, c'est qu'en fait, la première chose, ça peut être pour lui, le processus de vente peut être très long. Donc un contact qu'il n'aura pas créé dans le CRM, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester dans son disque dur, il va rester dans son tiroir, et en fait, 6 mois, un an plus tard, lui, il va plus du tout le rappeler, le commercial. Par contre, le client, il peut avoir un nouveau besoin, et enfin le prospect d'ailleurs, et il va peut-être contacter encore une fois un certain nombre de personnes sur le secteur, il ne va pas penser à ce fameux commercial avec qui il a eu une discussion il y a 6 mois ou un an. Alors qu'avec un CRM, en fait, quand c'est rentré dans le système, il y a comme ça des communications régulières qui sont faites de la part du marketing. Ça permet d'animer en fait une base client, l'entretenir et pas la laisser mourir. L'autre chose, en fait, et l'autre point, c'est au niveau du travail collaboratif. Moi, je le vois, hein, les commerciaux qui travaillent comme ça dans certaines entreprises, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils gardent la connaissance et quand ils doivent travailler avec quelqu'un, quand ils sont en vacances, quand par exemple il y a un stagiaire, un centre de communication qui doit faire une relance, un appel téléphonique sur une base de prospects, ils n'ont aucune information. Il n'y a aucune information, la personne n'a rien rempli, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Elle doit appeler le commercial, dire ah ouais, tiens, en fait, tu te souviens de cette personne-là, qu'est-ce qui s'était passé exactement, blablabla. Bla, bla. Donc on perd énormément de temps, à la fois en termes individuels pour le commercial, mais également pour l'organisation. Et je ne parle pas du fait du commercial qui ne rentre rien dans le CRM et qui part de l'entreprise, qui est malade ou quelque chose comme ça et qui forcément arrête totalement l'effort de prospection. Voilà. Donc vraiment, c'est important de demander systématiquement aux commerciaux de rentrer les prospects qu'ils ont dans le CRM. Mon expérience montre que c'est toujours un peu compliqué au départ parce que le commercial ne voit pas l'intérêt, donc il faut bien sûr lui expliquer pourquoi c'est intéressant. Moi, ce que je recommande plutôt, c'est qu'en fait, ça soit le marketing qui centralise tous les prospects, c'est-à-dire les achats de leads, les formulaires, tous ces trucs-là doivent être pris par le marketing, un par un, et être créés automatiquement dans le CRM. Alors ça peut être fait par un formulaire qui crée automatiquement le CRM,
le prospect plutôt dans le CRM, avec un simple formulaire de capture de prospect, et comme ça on est sûr que tous les prospects soient dans le CRM. Et ensuite en fait il y a juste une petite attribution au commercial par le marketing, et donc comme ça on peut mesurer le ROI de chacun des canaux de communication utilisés. Est-ce que c'est un salon, est-ce que c'est un livre blanc, est-ce que c'est une pub AdWords qui ramène des prospects. Et quand on récupère des leads de manière externe, par exemple du bouche à oreille, des gens qui appellent au standard, un salon, etc., ben pareil, on va les intégrer de manière manuelle dans le CRM et ensuite les affecter aux commerciaux. En faisant ça, on est vraiment sur une démarche qui permet au marketing de maîtriser, et même les commerciaux qui sont un petit peu réticents à utiliser le CRM ben, seront obligés d'avoir ces prospects-là là-dedans. Alors l'erreur numéro 24, et là ça on le voit de temps en temps, c'est la lutte contre le non-choix. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Une des raisons de non-atteinte des objectifs, c'est que c'est pas le concurrent, c'est pas le client qui finalement a acheté un produit moins cher, un autre produit, etc. Mais c'est le client en fait qui va repousser sa vente. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de commander maintenant, il va dire bah non mais c'est pas prioritaire, je vais aller acheter un peu plus tard, mais on se rappelle dans 6 mois, 1 an, etc. Alors souvent en fait, c'est pas lié au prix, mais simplement une mauvaise adaptation aux priorités de l'entreprise et à ce qui est essentiel pour sa stratégie court et moyen terme, et un manque en fait de calcul du ROI. Donc véritablement, il faut toujours se dire comment vous allez pouvoir faire avancer la prise de décision. En fait, on va utiliser un arsenal qui peut être des outils de calcul de retour sur investissement, un cas pratique, ça peut être par exemple aussi un rendez-vous démo, ça peut être aussi une présentation, une visite chez un client. Bref, listez tout ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir en fait inciter le client à commander tout de suite. Parfois c'est être rassuré, parfois c'est discuter avec quelqu'un qui a déjà installé votre produit depuis un certain temps. Bref, à vous de voir comment vous allez pouvoir le convaincre. L'erreur numéro 25, c'est de ne pas mettre suffisamment d'humain et d'utiliser les médias sociaux comme un outil de mass spamming. En fait, on va utiliser l'envoi d'emails en masse, on va envoyer des likes sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, etc. etc. Or, en fait, on voit bien, une société, c'est des personnes avant tout. Donc en fait, il y a un facteur émotionnel, la confiance, l'empathie, l'expertise qui rentrent en jeu. Et donc pour améliorer cet élément-là, il faut montrer son côté humain. Alors ce côté humain se fait par exemple par rapport à un site internet où on va montrer des photos de vrais gens, de vrais clients, des vrais employés. Et en fait, on va essayer de trouver bien sûr des points communs. Quand on utilise les médias sociaux comme LinkedIn, Twitter, etc., ben on va voir par exemple quelles sont les passions, s'il y a des études qu'on a fait en commun, est-ce qu'on connaît des personnes qui peuvent nous introduire, etc., etc. Donc il faut essayer de sortir un petit peu de ce cadre strictement professionnel et essayer de trouver des choses en commun, parce que c'est un des moyens tout simplement d'établir la confiance et c'est un des piliers de l'influence. Donc utilisez bien sûr les informations de LinkedIn via Vidéo pour mieux cerner votre prospect, trouver des idées de conversation, ajoutez-les systématiquement sur les médias sociaux. Moi c'est ce que je fais, hein. Quand j'ai un nouveau prospect, hop, j'essaye de le récupérer sur LinkedIn, sur Twitter, surtout sur LinkedIn en fait. Et en fait comme ça je l'ai dans ma liste. Et après donc tous les gens ne consultent pas LinkedIn tous les jours. Et moi tous les 6 mois j'envoie un petit email en disant tiens, est-ce que ça vous dirait d'assister à un de mes web séminaires? Ça permet de diffuser de l'information. Alors, l'email tous les 6 mois, c'est un peu intrusif, mais ça marche bien pour réveiller un petit peu les morts, entre guillemets. Mais autrement, pour les gens qui consultent régulièrement LinkedIn, avoir comme ça une petite information, parfois ça peut être le déclic. Voilà. Et puis, c'est aussi intéressant parce que parfois les gens ne vous donnent pas leur email. Moi, ça m'est déjà arrivé, des gens qui ne donnent pas leur email professionnel ou qui donnent un faux email, tandis que sur LinkedIn, en fait, c'est leur email personnel qui est affiché, enfin professionnel souvent d'ailleurs, et surtout, en fait, ils le consultent de temps en temps, c'est un autre moyen en fait de toucher les gens. Alors je dirais qu'on peut aussi le faire via du retargeting avec Facebook Ads, c'est-à-dire que vous mettez le pixel Facebook Ads, vous mettez en fait une information Google, et là de toute façon vous aurez la publicité qui va être affichée automatiquement sur Facebook Ads ou sur des sites internet. Voilà. Là, le retargeting, ça encore une fois c'est un des moyens marketing de rester présent dans les esprits des gens. L'erreur numéro 26, c'est
ne pas préparer suffisamment les éléments de preuve de votre solution. En fait, souvent, les commerciaux sont traités de beaux parleurs, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à prouver de manière factuelle la force de leur solution. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de mettre en fait en place une liste de clients dans le même secteur d'activité ou des résultats d'études, une liste de récompenses, un label, etc., etc. Tout cela, en fait, ça peut aider au choix de la solution. Parce qu'en fait, souvent, les solutions sont relativement similaires. Et pourquoi on choisit l'un ou l'autre? Alors, ça peut être le commercial qui était plus sympa, qui a donné plus de confiance, ça peut être l'aspect service, accompagnement. Et parfois, en fait, c'est des tout petits trucs. C'est par exemple le résultat d'une étude, c'est un client qu'on a proposé en témoin. Même moi, j'ai déjà vu, hein, j'ai déjà proposé de dire si vous voulez, vous pouvez appeler tel client, tel client, tel client. Et puis, en fait, on se rend compte que la personne n'a même pas appelé. Elle dit non, mais je vous fais confiance. Si vous m'avez donné des noms, c'est que vous êtes sûr de la solution. Voilà. Donc, en fait, il faut mettre en avant ces éléments-là, ces petits éléments différenciants qui peuvent parfois être un gadget. Hein. Par exemple, pour les membres de l'association Bidule, ou alors on a X centaines de clients, où on envoie 10 millions d'enquêtes par mois, etc., etc. Des trucs qui vont en fait soutenir et rationaliser la prise de décision qui est souvent émotionnelle. Parce que c'est vrai que c'est l'émotion. Parfois on se demande mais pourquoi il a choisi lui plutôt qu'un autre. Tout simplement c'est parce qu'il y a de l'émotion, il n'y a pas que du rationnel qui rentre dedans, c'est pas que le prix. Donc en fait il faut utiliser ces petits éléments qui vont être un petit peu rationnels et qui vont permettre d'expliquer et de donner une raison au prospect de commander chez vous. Parfois c'est un tout petit truc hein, et ça n'a pas d'importance, mais pourtant ça peut être intéressant. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez rassembler dans un document la liste de vos références clients par thématique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'accord de la marque hein, d'ailleurs, parce que vous n'en ferez pas une utilisation publique. Hein. Vous pouvez le dire, voilà, j'ai mes meilleurs clients ou mes clients qui sont vraiment sympas, voilà, ici. Ou alors j'ai une liste de tous mes clients et puis après je recherche en fait les gens qui sont intéressants via par exemple une enquête de NPS hein, pour savoir quels sont les gens qui sont promoteurs de ma solution. Vous allez en fait tout simplement lister aussi tout ce qui peut un petit peu prouver que votre produit est vraiment meilleur que les autres. Alors vous faites un petit brainstorm avec vos collègues du marketing, de la vente, etc. etc. et vous dites, qu'est-ce qu'on a en plus que les autres? On a gagné un award, on est présent à tel salon, on a tel client, on a telle marque, on a ceci, on a eu un prix, on a eu, on a un label, on fait partie de tel truc, et vous listez en fait ces 10, 15 raisons, et après vous les classez par ordre, et comme ça après vous pourrez les réutiliser. Voilà. Alors l'erreur numéro 27, ça aussi c'est quelque chose que l'on voit souvent, surtout dans les solutions à forte valeur ajoutée, ou même dans le B2C, on le voit également, hein, c'est ne pas prendre en compte l'ensemble du coût de changement dans la solution, dans le prix. Ça en fait c'est un peu compliqué parfois parce que les entreprises se disent ouais mais mon produit n'est pas trop cher, etc., etc. Or en fait ils ne se rendent pas compte que dans le prix du produit, il n'y a pas que le prix du produit, il n'y a pas que les services du produit, et bien, tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais commander un produit chez la boîte X, Y ou Z, il faut savoir que dedans, il va y avoir donc le prix du produit, mais il va y avoir également, par exemple, le stress quand je vais changer un produit. Si je change de CRM, si je change de boîte, par exemple, une box d'un fournisseur d'accès Internet, j'ai un risque en fait que j'ai pas d'internet pendant tel jour, combien de jours, est-ce qu'on va reprendre bien toutes mes informations, est-ce que mon téléphone va bien être pris, et tous ces petits trucs là qui sont parfois des détails qui sont pas expliqués et on se dit mais c'est évident. Et finalement c'est pas si évident que ça. Je me souviens en fait d'un cas, c'est Christian Mingret qui en fait est un marketeur en Bretagne et il avait aidé en fait une entreprise dans le domaine des fenêtres parce qu'en fait à chaque fois en fait il disait les commerciaux sont un petit peu bloqués. Parfois ils n'arrivent pas à vendre en fait des fenêtres à des clients parce qu'en fait il y a des petits trucs qui clochent. Par exemple c'était l'entreprise pour laquelle il était en prestation. Il disait des fois on loupe une vente parce qu'on est chez les clients et on leur dit vous inquiétez pas, on pose ça dans la journée, il n'y a aucun souci, c'est fait en 2 temps 3 mouvements, il n'y aura rien à casser et en fait les clients parfois ne les croient pas et ils disent non mais il y a un truc, hein, c'est pas possible. Et donc en fait comment ils ont fait? Ils ont tourné des vidéos
qui montre en fait comment on monte et on démonte en fait des fenêtres et quand on remplace des fenêtres. Et en fait là le client, grâce à cette petite vidéo, il voit que le client ne lui raconte pas des conneries et que c'est vrai que finalement on peut monter et démonter une fenêtre en quelques minutes, hein. Et voilà. Donc en fait ça c'était la preuve. Donc en fait il faut intégrer dans votre argumentaire tout ce qui est réduction des freins à l'achat et tout ce qui va en fait simplifier la commande. C'est dire, voilà, par exemple, si je change de logiciel, j'ai un système de récupération de données, je garantis en fait une remise en route à telle date, ou j'ai une équipe qui va vous accompagner pour faire ceci, cela. Donc en fait, il ne faut pas se dire, tiens, je vais juste vendre la solution, mais je vais vendre en fait tout ce qui va faciliter la mise en place ou la migration de la solution. Donc en fait, c'est ce que j'appelle moi le concept pain gain. Donc en fait, on gagne des trucs, on a un bénéfice, hein, on met en avant les bénéfices de la solution, mais on va aussi réduire les freins à l'achat. Les freins à l'achat, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire par exemple satisfaire, rembourser, on va simplifier la commande, on va simplifier le transfert, on va simplifier l'installation, on va mettre de la preuve sociale, par exemple on a 10 000 clients, on va faire une promo, etc. etc., etc. Et on va mettre de l'urgence en disant tiens voilà, j'ai plus que 10 places, mes équipes sont prêtes avant telle date, la promotion s'arrête avant telle date, ça c'est une fin de série, c'est tel truc. Moi, je l'ai vu souvent dans l'immobilier, des gens en fait qui comme ça un petit peu mentaient. Ils disaient oui, mais attention, la personne elle est prête à partir, elle va partir à l'étranger ou des choses comme ça. Et on gratte un peu et la personne non, elle part pas du tout à l'étranger. Elle va peut-être en vacances à l'étranger, mais elle part pas à l'étranger définitivement. Donc c'est un petit peu des trucs un peu subtils que j'ai déjà vus et qui permettent en fait aux gens de se dire ah ouais mais c'est une bonne affaire, faut que j'y aille quoi. Voilà donc simplifier le process de commande, ça peut être des moyens de paiement, ça peut être un gain de temps, ça peut être montrer un petit peu comment ça va être intéressant. Voilà. Donc il ne faut pas juste proposer une offre sur son produit, mais donc convaincre sur tous les coûts indirects liés au changement. Récup de données, temps de latence, projet interne, convaincre la direction. Tous ces éléments-là, la peur ou le risque de changer doivent être traités et anticipés par le commercial. Donc votre plan d'action, il est simple, hein, c'est analyser et anticiper tous les freins réels et potentiels à la mise en place de votre solution et identifier donc ce que vous pouvez mettre dans votre offre globale. Voilà, on arrive quasiment à la fin. L'erreur numéro 27, la dernière que j'ai listée, c'est passer trop de temps sur une affaire avec une faible probabilité de réussite. Alors ça, en fait, je le vois souvent, en fait, hein. Ce sont des commerciaux, en fait, qui se disent, tiens, non, mais moi, je suis toutes les affaires. Or, toutes les affaires ne se valent pas. On voit bien que 50% du temps d'un commercial n'est pas consacré à la vente avec des affaires à forte probabilité, mais il y a des affaires avec une petite probabilité de réussite. Et au lieu de sécuriser des gros deals sur lesquels on a un bon produit qui est le plus adapté, qui est vraiment 100% dans la cible, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe sur des petits dossiers, on va à un rendez-vous, on fait une démo, on remplit un cahier des charges, alors qu'on se doute bien qu'il n'y a quasiment aucune chance parce qu'on est un lièvre, parce qu'on veut juste avoir un concurrent sur une affaire. Ça, je l'ai vu souvent, hein, des clients qui disaient oui, on veut un devis, mais en fait, les dés étaient déjà pipés depuis le départ et ils avaient déjà en fait leur prospect, mais ils ont juste voulu faire baisser les prix. Donc vérifiez bien qu'il y ait une demande, vérifiez bien qu'il y ait un engagement auprès du client. Alors, bien sûr, ça peut être un peu dur, mais décider, c'est renoncer. Acceptez de ne pas trop passer de temps sur certaines affaires pour augmenter vos chances sur celles qui comptent en ayant un rendez-vous physique, en travaillant votre proposition, en travaillant votre démo. Mais là encore, il faut vraiment vérifier que votre produit est adapté, vérifier que vous avez une bonne offre, vérifier qui vous avez en face et bien entendu, à chaque fois, verrouiller ça avec un rendez-vous, en proposant une présentation, etc. Si la personne accepte de passer du temps avec vous, c'est que finalement, votre offre correspond, hein, et ça, vous verrez immédiatement. Voilà. Donc le plan d'action il est simple, faites des choix dans votre portefeuille d'affaires sur lesquels vous devez porter des affaires et celles que vous allez traiter de manière plus simple, que vous acceptez pas forcément de laisser tomber, mais vous allez en fait envoyer une démonstration, vous allez proposer une web démo par exemple au lieu de proposer un rendez-vous physique. Voilà. On arrive à la fin de cet petit enregistrement, hein. Moi, je dis toujours, et j'aime bien cette citation de Warren Buffett, on met des années pour construire une réputation ou pour avoir des bonnes relations avec les clients, mais il suffit de 5 minutes pour complètement tout foutre en l'air. Donc en fait, il faut véritablement penser à ce qu'on fait et avoir une vision plutôt long terme et pas essayer d'aller au court-termisme, d'aller à la simplicité. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez.
toujours avant de vous lancer. Surtout que depuis quelques années, la vente est devenue vraiment plus complexe. Il y a beaucoup de canaux de communication, il y a une pression à la réactivité, il y a beaucoup plus de leads à traiter, il y a une intensité concurrentielle qui est plus forte. Donc en fait, on doit vraiment optimiser son temps et agir de manière optimale. Donc le vendeur de demain devra absolument maîtriser à la fois la psychologie, mais également les outils modernes de communication, puisque ce ne sera pas un papier et un crayon qu'il faudra utiliser, mais plus un ordinateur pour optimiser son temps et son activité. Donc à vous de jouer maintenant.